Bonjour à tous. Donc je me présente, Kassir Jied. J'ai 43 ans, même si je ne les fais pas. Et, bon, mon parcours, il est un peu comme celui de Omar, en fait. Pour lui faire plaisir, je vais dire que j'étais aussi un élève moyen, pour ne pas dire très moyen. Mais contrairement à lui, je suis allé jusqu'au bac. J'ai même eu un bac +3, en fait. Mais moi, mon ambition, c'était de devenir vétérinaire. J'aimais les animaux. J'ai grandi, en fait, un peu à la campagne. Et j'aimais beaucoup les animaux. Mais malheureusement, je n'avais pas les compétences parce qu'il fallait un bac scientifique. Et moi, j'avais juste pas les compétences pour, quoi, en fait. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mes parents, mais moi, j'ai un bac. J'avais fait donc une option en série B, économique. Et j'avais envie de bouger. Donc, je suis parti en France tout seul. J'ai eu la chance d'avoir mon bac assez tôt, même si j'étais un élève moyen, mais j'ai eu la chance de jamais échouer. Et donc je suis arrivé, j'avais pas encore mes 18 ans en France, à Montpellier précisément. Et je suis arrivé, mais je suis arrivé sans inscription en fait. Je suis arrivé, je suis allé avec ma mère, et elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis moi je vais être vétérinaire. Donc on est parti dans les universités, un peu à gauche à droite. On m'a dit monsieur il faut faire un concours. Vous n'avez pas un bac scientifique. Donc j'ai dit ma mère laisse tomber les concours, je vais pas y arriver. Donc on a tourné, on est allé un jour on a dit il faut aller à la rue de l'université qui est à Montpellier. Et on est arrivé et je l'ai fait vraiment au pif. On est rentré et on m'a dit doc sciences éco. J'ai dit c'est très bien. Je vais faire un doc de sciences éco. Voilà. Donc j'ai dit voilà, je fais un doc de sciences éco. Donc ma mère m'a installé, puis elle est repartie. Et moi j'ai commencé mon doc de sciences éco. Mais à 17 ans et demi, quand vous arrivez en France, donc je dis pour tous nos compatriotes sénégalais, c'est quand on arrive déjà, même si à Montpellier c'est un climat du sud où en été il fait un peu chaud, mais quand il fait froid, il fait froid. Et en hiver, quand à 4h de l'après-midi, vous sortez comme ça, il fait déjà nuit, vous dites putain, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi je suis venu ici? Donc il y a déjà ça, il y a la température qu'il faut déjà arriver à supporter. Et la deuxième chose, c'est que il y a aussi le fait que vous arrivez dans un environnement où quand vous êtes jeune, il y a toutes les tentations qui sont là. Et on se laisse facilement embarquer avec les potes à sortir tous les soirs, soirée médecine, soirée sciences éco, soirée... Donc voilà, c'était un peu la fête, quoi. Mais comme j'étais un garçon très raisonnable, que je suis toujours d'ailleurs, au bout d'une année, quand je suis revenu, mon père m'a dit tu fais quoi? J'ai dit écoute papa, je vois que tu trimes déjà bien assez comme ça, et ça sert à rien que tu dépenses ton argent. J'avais réussi mon année de doc sciences éco par contre, mais j'ai dit je préfère rentrer et on va oublier l'épopée France, quoi. Donc je suis rentré, je me suis inscrit ici à 19 ans à l'Insut. J'ai fait un DUT en technique commerciale en 2 ans. Et mon père est commerçant, était commerçant, puisqu'il a pris sa retraite depuis. Et quand je le voyais trimer en fait tous les jours et qu'il vendait le produit, je me rappelle, je disais à papa, mais tu fais combien de marge? Et sa marge était comprise entre 2 et 5%. Et je le voyais trimer et négocier des trucs pour qu'à la fin de la journée, il faisait une recette de 200-300 000 balles. Et au final, il gagnait, quand je regardais sa marge bénéficiaire, parce que mon père écrivait tout dans un cahier journalier, et à la fin de la journée, il avait fait 10 ou 15 000 francs de bénéfices. Et je le voyais qui rentrait tous les soirs et disait, j'ai mal au cœur, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Et un jour, je lui ai dit, écoute papa, je te fais la promesse que je ne serai jamais commerçant. Pas sans, voilà, je dénigre aucun travail, mais je trouvais que c'était tellement difficile, surtout quand vous avez des clients qui négocient, et puis à la fin, voilà, bon, c'était très compliqué. Donc j'ai dit vraiment, j'aspire à autre chose. Mais bon, je voulais être vétérinaire, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai fini mon DUT et j'ai eu la chance de trouver un stage dans une société de la place qui s'appelle la CIPS. Et à l'époque, le monsieur de la CIPS, qui était très gentil, il m'a dit, écoute, donc la CIPS, c'est une usine qui fait le papier toilette, Kleenex, entre autres, et ils sont aussi associés dans les mèches Linda. Et le monsieur qui s'appelle monsieur Boucaro m'a dit, écoute, jeune homme, tu as fait un DUT en technique commerciale, je veux faire que tu me fasses une étude de marché. Et sur quoi, monsieur? Il m'a dit, écoute, je veux ouvrir un shawarma. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce que ça serait rentable pour moi? Donc pendant 3 mois, j'ai planché. J'ai dit, mais moi, je pensais que vous étiez une imprimerie, que vous auriez besoin de moi. Mais non, nous, c'est shawarma. Shawarma pour tout le monde. Donc pendant 3 mois, j'ai fait l'étude. Et pendant que j'étais là-bas, on me dit, écoute, il y a une entreprise de la place, qui est La Rochette, Dakar, qui est pour moi l'une des plus grandes imprimeries de l'Afrique de l'Ouest. Très beau matériel. On me dit, il cherche à embaucher. J'ai dit, ok, très bien.
Donc je me suis présenté, j'avais pris la Renault 18 de mon père à l'époque, et je me suis présenté, et le monsieur m'a dit bonjour, ça va, vous avez quoi comme diplôme? J'ai dit bac plus 3, il m'a dit merci, au revoir. J'ai dit, ah, un problème, j'ai pas assez de diplômes, il m'a dit non, vous en avez trop. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir, c'est que souvent les chefs d'entreprise, quand vous arrivez avec beaucoup de diplômes, ils ont un geste de recul en disant, ouh, ce gars-là, sûrement, il va m'en demander trop. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il m'a dit, non, mais toi, bac plus 3, à mon avis, tu négocies un salaire qui n'est pas dans mes cordes. Moi, je cherche quelqu'un, juste contremaître d'atelier, surveiller les machines, donner le programme de travail. Et je lui ai répondu à ce monsieur, écoutez, je suis prêt à prendre même un emploi de balayeur. Il m'a dit, sérieux? Je dis oui. Il m'a dit, moi, je te donne 250 000. J'ai dit, je suis preneur. Il m'a dit, bon, ben, on va pas commencer par ça, on va commencer par te faire visiter les installations. Et il m'a présenté le monsieur qui devait me faire visiter l'atelier. Et donc, La Rochette, c'est vraiment très grand. Hein. Quand vous allez là-bas, il y a de quoi faire vivre beaucoup de personnes. Hein. Et l'atelier où je devais travailler, c'était un grand hangar qui était climatisé avec les machines d'impression. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une imprimerie. Quand vous rentrez, vous avez, surtout dans les ateliers fermés, vous avez l'odeur de l'encre qui vous prend là, dans les narines. Et je le dis parce que c'est pour vous expliquer que au départ d'une activité, il y a quelque chose qui se passe en fait, que vous sentez que vous êtes poussé par ça, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand je suis rentré, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai eu la chair de poule. Quand je suis rentré, il a fermé la porte de l'atelier et je me suis arrêté. Il m'a dit, il y a un problème. J'ai dit, c'est pour moi. Il m'a dit, quoi donc? J'ai dit, c'est pour moi, ce travail, c'est pour moi. Comme ça, hein, comme je vous le dis, j'ai eu la chair de poule. Et il m'a dit, non, mais vous précipitez pas parce qu'il y a 5 personnes qui attendent. Vous avez vu dans le bureau, dans la salle d'attente, tous les gens sont là. On a décidé que c'était une journée pour faire visiter et embaucher. Donc on cherche quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'êtes pas pris, quoi. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous dis que c'est pour moi. Il m'a dit, ok, d'accord. Bon, j'étais volontaire, il sentait que voilà. Et on m'a pas appelé. 6 mois après, on m'a rappelé pour me dire, on vous appelle pour faire un test. On vous embauche pour 2 fois 6 mois d'essai. 2 fois 6 mois, donc 1 an. Et entre-temps, j'avais quitté la CIPS. Et donc, je me suis présenté. J'ai démarré donc une période d'essai de 2 fois 6 mois. Et au bout de 3 mois, en fait, pour vous expliquer, quand vous arrivez dans une entreprise, il faut, si vous avez envie de travailler dans cette boîte, il faut que vous soyez volontaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous contentiez de ce qu'on va vous apprendre. Il faut que vous alliez plus loin. En essayant de dire, qu'est-ce que moi je peux apporter à cette société? Et n'attendez pas que les gens vous apprennent le boulot. Il faudrait que vous alliez... Moi, j'ai commencé à aller chercher, prendre des bouquins, me renseigner. Et 4 mois après, on m'appelle, on me dit, voilà, on a décidé de pas aller jusqu'à la fin de l'année. Alors j'ai dit, merde, ça y est, on me vire déjà. Et on me dit, donc, on vous embauche. Avant même la première période d'essai, on me dit, écoutez, on vous embauche. Et j'ai démarré donc contremaître d'atelier. Donc mon boulot, j'avais 60 personnes sous ma responsabilité avec une dizaine de machines. Et mon rôle, c'était donc les commandes arrivées, icônes, magazines, etc. Et mon rôle, c'était de préparer le programme, de faire en sorte que les machines ne s'arrêtent jamais et que les clients soient livrés dans les délais. Donc gérer des personnes, gérer des machines. Et je l'ai fait pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, la société a voulu passer à ce qu'on appelle aujourd'hui la norme ISO 9001, norme de qualité, qui pour moi est trop prématurée ou mal faite parce que c'est une norme européenne qu'on a voulu transposer sans essayer de la changer aux entreprises africaines. Et on a des réalités ici, malheureusement, que ces gens-là n'ont pas pris en compte. Donc j'ai dit oui, moi je suis partant. Donc on m'a enlevé de contremaître et on m'a demandé de piloter le projet pour arriver à la norme ISO 9001. Donc j'ai piloté ce projet et on a été certifié au bout d'1 an. Et je l'ai piloté pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, ça me faisait 12 ans de boîte. Et le directeur technique, donc, qui était chargé de toute l'usine, devait partir à la retraite. Et le patron m'a appelé en me disant, est-ce que tu te sens capable de prendre sa place? Je lui ai dit, écoutez, je pense que oui. Il me dit, oui, je pense que tu en as les compétences. Et donc j'ai pris sa place. Et j'étais donc responsable de 160 personnes, plus tout le parc machine, pendant 3 ans. Mais si je suis là, c'est aussi pour vous prévenir des dangers de la vie en entreprise. C'est un monde de requins, en fait. Les gens dans votre propre entreprise n'ont pas forcément envie de vous voir évoluer. Donc quand vous montez trop vite, comme ça a été mon cas, moi je suis venu, j'ai trouvé des gens qui étaient là avant moi. Et l'erreur qu'a fait mon patron, qui est pour moi, je le dis, hein, malgré tout ce qui a pu se passer, un des meilleurs
chef d'entreprise, bon, c'est le seul que j'ai connu en même temps. Un des meilleurs patrons que j'ai eu. Mais bon, par expérience, parce que j'ai des potes aussi qui travaillent dans des sociétés et qui ont été bien plus mal lotis que moi. Moi, j'étais très très bien payé. J'avais un salaire d'expat, enfin, du moins les 3 dernières années. Mais j'ai jamais pu avoir le salaire de l'expat, qui lui était 4 fois plus payé que moi. Et pourtant, je faisais son travail et même plus. Parce que lui, à 5 heures d'après-midi, il était barré. Il allait jouer à la pétanque. Et moi, j'étais là-bas. Okay, ma mère, quand j'ai commencé à travailler, je rentrais, j'avais pas de samedi. J'ai travaillé pendant 15 ans dans cette boîte. Je vais le dire parce que c'est important que vous le sachiez, pour que j'espère que vous puissiez faire pareil. Je pense que il y a des choses qui sont très importantes dans la vie en société. C'est d'abord la passion du travail. Moi, je suis tellement passionné que j'ai écrit des poèmes sur l'imprimerie parce que j'aimais ce que je faisais. Bon, non, mais c'est vrai, parce que la passion, c'est le départ de tout. Si vous n'êtes pas passionné, surtout je ne connais pas le boulot de Omar, je ne sais pas ce que ça lui prend en temps, mais si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas travailler 15 heures par jour. Au bout de 8 heures, je dis, bon, c'est bon, je suis out, je vais rentrer chez moi me reposer. Mais moi, ça fait 22 ans que je travaille, et ça fait 22 ans que je rentre chez moi tous les soirs, au minimum à 9 heures du soir. Le minimum que je puisse rentrer chez moi à 9 heures. Il m'est arrivé de dormir. Quand je travaillais à La Rochette, les ouvriers, parfois, venaient à La Rochette et me trouvaient endormi sur un carton. Parce qu'il était 4 heures du matin, j'appelais ma mère, je disais, je ne peux pas rentrer, je vais rester dormir ici parce que je dois reprendre le boulot à 7 heures. Je prenais une feuille de carton, je dormais. Et les gens me disaient, mais toi, on va t'enterrer ici. Je dis, bah écoute, j'aime ce que je fais, je peux pas... Voilà, c'est comme ça. En fait, je dis la passion, il y a aussi la conscience professionnelle. On ne peut pas laisser en plan un travail s'il n'est pas fait. En tout cas, c'était moi, et je ne regrette rien de ce qui s'est passé. C'est grâce à tout ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc je parlais tout à l'heure d'un monde de requins, et j'avais tellement évolué, et un jour, mon patron a fait une erreur. Une des grandes erreurs, c'est qu'en plein comité, on faisait des réunions directionnelles, et il a dit, mon futur remplaçant, c'est ce monsieur. Donc les gens qui avaient déjà, moi j'avais quoi? J'avais donc 12, 13 ans de boîte, qui avaient 20, 25 ans, ils disaient, mais ce mec-là va nous diriger, il nous a trouvés ici, on était là avant lui. Ça va pas être possible, quoi. Et digne d'un feuilleton américain, genre DSK qui se fait, ou bien Bill Clinton avec la nana. Bon, c'était pas une nana, moi. Hein, bon. Voilà. Mais c'était quelque chose de bien pire qui m'a fait beaucoup de mal. On m'a accusé de choses très graves qui m'ont fait passer des nuits blanches, qui m'ont fait pleurer. Voilà, j'en parle parce que, bon, un peu avec émotion, parce que c'est une période très difficile de ma vie. Et donc, on m'a gentiment montré la porte de sortie. Et on ne l'aurait pas fait, j'aurais jamais quitté cette boîte parce que j'étais amoureux de ce métier, j'étais amoureux des gens. Vous savez, quand vous vivez dans une entreprise, que vous passez 15 heures par jour dans cette entreprise, vous finissez par tomber amoureux des gens qui y sont. Moi c'est ce que j'expliquais, je ne vais pas dire aux employés, mais à mes partenaires, mes collaborateurs avec qui j'étais, on disait qu'on passe finalement plus de temps ensemble qu'avec notre propre famille. Et donc, ça a fini par créer des liens qui sont des liens... Pour certains, des gens qui avaient l'âge de mon père, hein, on va dire, des gens ont 40 ans, 50 ans de boîte. Et finalement, ça a été un déchirement pour moi de m'en aller. Mais on m'a gentiment montré la porte de sortie et j'ai fini par partir. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rebondir, de jamais baisser les bras. Quand je suis parti, j'ai fait en sorte que mon départ coïncide la veille de mon 15e anniversaire. De mon 15e anniversaire, c'était un 13 février 2008. Ça me faisait 15 ans de boîte. Et sans prévenir personne, j'ai quitté chez moi, j'ai pas dit à ma femme que je partais, que je démissionnais. Et j'ai pris mon baluchon, je suis arrivé, et à 4 heures de l'après-midi, je suis monté chez mon patron, j'ai dit, voilà les clés, je m'en vais. Bon, c'était prévu plus loin, mais j'ai anticipé mon départ, et j'ai dit donc, je m'en vais. Et j'ai prévenu les employés, et il y avait donc 160 personnes qui m'attendaient pour m'accueillir, donc ça a été... sortez les mouchoirs, ça a été très difficile, et je suis parti. Et je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, voilà, j'ai quitté. Bon, ça a été un peu prématuré, elle s'y attendait pas. Et le lendemain, je me suis réveillé, comme tous les jours, mon réveil a sonné à 5h50 du matin, parce que ça fait 22 ans qu'il sonne à 5h50 du matin. Et elle m'a dit, pourquoi tu as mis le réveil? J'ai dit, parce que je vais bosser. Elle m'a dit, mais tu n'as plus de travail. J'ai dit, c'est ce que tu crois. Mais moi, je vais bosser. Et j'ai pris ma voiture, et j'ai pris mon téléphone. J'avais une petite Scénic à l'époque. Et j'ai commencé à appeler. Il y a dans ce téléphone, je suis allé à Sonatel pour vous faire rigoler un peu, et j'ai demandé qu'on transfère mes numéros sur une clé USB pour le jour où je la perds.
Et au bout du 1200e numéro, la nana s'est arrêtée, elle m'a dit, vous avez vraiment besoin de tous ces numéros? J'ai dit, oui, oui, allez-y, téléchargez tout. Et donc j'ai pris ma voiture et je me suis promené sur la VDN et j'ai commencé à appeler des gens que je connaissais, à qui je rendais des services quand j'étais responsable d'atelier. Et je leur dis, voilà, écoutez, je viens de quitter la boîte et j'ai l'intention d'ouvrir ma propre structure. Allez, disons que j'ai fait un panel de 100 personnes. Sur 100 personnes, il y en a 40 qui m'ont dit oui, on te suit. 40 qui m'ont dit peut-être, et 20 qui m'ont dit jamais. J'ai dit ok. J'étais parti avec un petit pécule de la boîte, plus mes petites économies. Bon, pour vous donner une idée, pour que ça puisse vous encourager, contrairement à Omar, moi, je suis parti, j'ai négocié quand même, enfin, j'ai même pas négocié. On m'a mis de l'argent sur la table que j'ai pris sans rien demander, et il y avait pour 30 millions CFA. Et ça fait quand même plus que 3 000 euros, je crois, avec lesquels que tu as commencé. Mais avec 30 millions, si vous vous lancez dans l'imprimerie, c'est zéro. Une machine d'impression, ça vaut 450 millions minimum. OK? Et je ne pouvais pas démarrer en étant petit. Parce que en étant petit, on ne me ferait jamais confiance. D'abord, et je ne pourrais pas sortir le produit de qualité pour me mettre face aux grands que sont La Rochette, que sont Polychrome. Il fallait que je sorte quelque chose de vraiment gros. Mais je n'avais pas les moyens de le faire. Donc j'ai eu une petite idée. J'ai dit, je vais commencer petit. Et il faut toujours commencer petit et essayer de grandir après. Donc j'avais un ami à moi qui avait quitté la boîte 3 ans après, qui s'appelait Mahadi Diallo, et qui était infographe. Je suis allé le voir, j'ai dit, Mahadi, tu bosses chez toi? Il m'a dit, oui, à la maison, les gens viennent. J'ai dit, écoute, c'est pas très professionnel, je te propose qu'on prenne une villa à 2, et on va se partager les frais. Il m'a dit, ok, bonne idée. Et on s'est lancé comme ça, lui faisait de l'infographie, et moi, j'avais une imprimante de bureau, on appelle ça une Xanté, et je faisais des cartes de visite, des têtes de lettres. Et j'allais démarcher les gens. On me donnait 200 cartes de visite, 300 cartes de visite. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Parce que les gens m'appelaient, ils me disaient, Jihad, on veut 10 000 flyers. Mais je n'avais pas de machine. Et ce qui est important quand vous voulez devenir un grand leader, il faut savoir mentir. Et moi, j'ai fait croire à tout le monde. Que j'avais une usine d'impression. Et tout le monde croyait que j'avais une usine d'impression. Et quand les gens me disaient, mais on veut venir visiter, je dis non, c'est top secret. Nous, on ne peut pas rentrer comme ça chez nous. Bon. Ça a marché. J'ai gagné. Bon, les 6 premiers mois, je rentrais chez moi à 3h de l'après-midi. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quoi? 3h de l'après-midi. J'ai dit, j'avais pas de quoi. Bon, j'avais même un peu d'argent de côté, donc je pouvais encore payer mon loyer et tout. Et elle me dit, mais comment on va faire, quoi? Et un jour, un monsieur que je remercierai toujours, c'est monsieur Dien de Nestlé Sénégal, que je suis allé voir. Je lui ai dit, voilà, monsieur Dien, écoutez, il m'a dit, écoute, Jihad, moi, tu m'as rendu tellement de services quand tu étais dans ta boîte que j'ai envie de te faire plaisir. Et ce jour-là, j'avais fait un accident de moto, je m'étais cassé le bras. Et il m'a appelé, il m'a dit, viens. Je lui ai dit, mais monsieur Dien, j'allais lui dire, j'ai le bras cassé. Et j'ai dit, mais j'ai appelé un ami à moi, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener jusqu'à Nestlé Sénégal? Et il m'a amené, et il me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais fallait me dire. J'ai dit, non, mais écoutez, vous m'avez appelé, je viens. Je savais que Nestlé, quand même, est une des grandes sociétés ici, avec beaucoup de budget. Je me suis dit, pourquoi pas? Ben, je suis reparti avec un chèque de 14 millions. Un chèque, un bon de commande, mais c'était un chèque pour moi. 14 millions sur le papier. Et donc, j'ai fabriqué des ceintures. On m'a donné à faire des ceintures parce qu'ils voulaient mettre les sticks Nescafé, qu'ils voulaient poser dans les boutiques. Et donc, je me suis mis à acheter des ceintures, à mettre des petits clips que j'ai vendus 14 millions. Et c'est là que tout a démarré. Quand M. Dien m'a donné sa chance, ça a peut-être été le déclic pour d'autres, et on a commencé à me faire confiance. Et donc, j'ai commencé à mettre un peu d'économie de côté, et j'ai embauché un infographe. Et c'est là que je veux arriver à ce qu'a dit Omar. Je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que nous, les chefs d'entreprise, on doit arriver à créer le maximum d'emplois. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée un emploi, on fait vivre une famille entière derrière. C'est pas juste le monsieur qui est là, qui travaille pour vous, qui touche son salaire à la fin du mois, mais derrière lui, il fait vivre plein de gens derrière. Et ça, c'est super important. Et je suis né ici, donc je vais le dire, hein, c'est quelque chose pour laquelle je me bats. Je suis peut-être blanc, mais je suis noir. Je suis noir dans l'esprit. Je suis sénégalais en tout cas. Et je veux que les gens le sachent, je suis sénégalais à 2000%. Et la couleur de peau, pour moi, est vraiment un détail stupide. Je sais pas, je trouve pas les mots pour expliquer ça, en fait. Voilà. Et donc, j'ai démarré avec un infographe. Et aujourd'hui, j'embauche à peu près 70 personnes. Voilà. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui à 70 personnes d'employés. Et ma chance à moi, et j'espère que ce sera la vôtre, et commencez d'abord par être employé. Ma chance, c'est d'avoir été d'abord employé, de connaître les affres de
du salaire à la fin du mois qu'on attend, qu'on trime, on attend, quand on reçoit notre bulletin de salaire, on voit qu'on nous a coupé ça, qu'on nous a coupé ça. Et aujourd'hui, je sais la valeur des choses. Je sais aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à faire une enquête de la masse salariale que je fais, mais sincèrement, les gens chez moi sont plutôt à l'aise. Et le fait d'avoir passé par cette étape-là fait qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de laisser les gens sur le carreau. Et à chaque fois que je fais des réunions avec mes gens, en tout cas quand j'embauche des gens, je leur dis, si j'évolue, vous évoluez avec moi. C'est le contrat qu'on a, c'est le contrat moral qu'on a. Si j'évolue, vous évoluez. C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir... Un employé qui démarre avec moi démarre avec un salaire, et très vite il évolue, et très vite il atteint une certaine aisance qui lui permet de vivre aisément. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Print Impact Service. J'ai démarré avec une personne, puis 2, puis 3. Cette société embauche aujourd'hui 12 personnes. Et il y a 4 mois, j'ai eu une opportunité extraordinaire. Un Français qui était là, qui est né ici, qui est là depuis une 60aine d'années, et qui m'a proposé de reprendre sa société, qui est l'imprimerie du Centre, qui embauche également une 50aine de personnes. Et depuis le mois de novembre, je suis propriétaire de cette société. Je suis propriétaire, je suis endetté encore pour 4-5 ans. Mais je pense, comme a dit Omar, en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Tu es tout le temps endetté. Tu es tout le temps endetté. C'est tout le temps de la recherche de la perfection. Parce que dans notre domaine, en tout cas, nous, l'édition, c'est comme les téléphones portables. Tous les 6 mois, vous avez une nouvelle machine qui sort, une nouvelle technologie. Et si vous n'êtes pas à la pointe, soit vous êtes largué, soit le fait de prendre les devants, ça vous permet d'offrir quelque chose, comme on dit, l'offre crée la demande. Et le fait qu'il y ait de nouvelles technologies et qu'on se lance dedans, ça nous permet d'offrir à nos clients quelque chose que les gens n'ont pas encore sur le marché. Mais en tout cas, une chose qui est importante, si vous devenez un jour entrepreneur, c'est ce qu'a dit Omar tout à l'heure, c'est de jamais dire non. Un jour, les gens de Nestlé m'ont appelé et m'ont dit « Monsieur Cassier, on voudrait faire des pousse-pousse. » Vous avez vu les pousse-pousse Nescafé, là? Mais pas les pousse-pousse qui sont écrits à la main, les jolis rouges. Ben, c'est moi qui les ai faits. Et le monsieur m'a appelé, il m'a dit « On va faire des pousse-pousse. » Tu sais faire? J'ai dit « Mais j'ai fait ça toute ma vie. » J'ai dit « Chérif, des pousse-pousse, j'en ai fait toute ma vie. » Il m'a dit « Non, mais écoute, sérieux? » J'ai dit « Oui. » Il m'a dit, écoute, je viens te voir, on les fait en Côte d'Ivoire. Et ça vaut, on les achète à 600 000 le pouce-pouce. Il m'a amené la photo. J'ai dit, vas-y, laisse-moi faire. Et ici, au Sénégal, on a des compétences qui sont extraordinaires. J'ai reçu un jour, on était en formation sur une machine, un monsieur français qui est venu faire la formation. Et il a dit qu'il prenait 3 mois, il voulait 3 mois de formation. J'ai mis sur la machine un monsieur qui s'appelait Sidibé, qui était autodidacte. Au bout d'1 mois, il avait... Quand je vous parle des machines d'imprimerie, c'est des ordinateurs. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas l'imprimerie du temps de Gutenberg. C'est des machines où vous pilotez par ordinateur. Vous dites à la machine, augmente-moi l'encre ici, il va t'augmenter l'encre. Diminue la densité, fais-moi un changement de position. C'est les machines qui font tout. Au bout d'1 mois, ce monsieur avait compris la machine. Et le monsieur là qui était venu me voir, Serge, il m'a dit, mais la même formation, je mets 3 mois en Europe. En 1 mois, les gens que tu m'as donné à former ont déjà compris la machine. Donc j'ai pris la photo, j'ai appelé un chaudronnier, j'ai dit voilà, un ferronnier, j'ai dit j'ai besoin de faire ça. 3 jours après, il m'a amené le modèle, le monsieur est venu, il m'a dit tu vends ça à combien? J'ai dit moi je peux te le vendre à 350 000. J'ai eu une commande de 600 pouces-pouces. Et pareil, je me suis gavé. Mais ne jamais dire non. Donc vous êtes entrepreneur, et pourtant je suis imprimeur, je ne suis pas ferronnier. J'ai fait quand l'hôtel... comment ça s'appelle, Novotel, qui est devenu Ibis, a ouvert, on m'a demandé de faire des oreillers. J'ai fait des oreillers pour l'hôtel Ibis. J'ai appelé des couturiers, j'ai dit je vais faire des oreillers. J'ai fait des oreillers, j'ai fait des pousse-pousse, j'ai fait des oreillers. Et voilà, dans mon métier, j'ai compris qu'il faut être ouvert à tout. Pourquoi? Parce que j'ai Marianne qui m'appelle, qui me dit Jihad, moi je sais que tu es imprimeur, mais j'ai besoin que tu me fasses une plateforme. J'ai fait des plateformes pour les gens qui vendent des voitures, pour qu'ils puissent poser les voitures dessus. Voilà, c'était une continuité de mon métier. Il fallait que... Ce qui est important quand vous êtes entrepreneur, c'est de verrouiller le client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse cette brochure chez vous et qu'il fasse ce truc-là ailleurs. Parce que s'il va ailleurs chez ce monsieur-là et que ce monsieur lui propose de faire ça et la brochure, ben, il préférera concentrer sa commande chez le monsieur qui fait tout. Ben, moi, j'ai dit aux gens, moi, je fais tout. Voilà. On m'appelle monsieur l'impossible, des missions impossibles, c'est vraiment moi. Et voilà. Donc voilà, je vais terminer comme ça. Et c'était juste pour vous dire, il faut oser. Moi, si on ne m'avait pas montré la porte de sortie, je n'aurais jamais quitté la société. Je serais resté jusqu'à ma mort.
sincèrement, parce que j'aimais cette société, j'aimais ce travail, et j'aimais les gens qui étaient, et je les aime toujours d'ailleurs, j'ai gardé certains contacts, mais à un moment donné, il faut oser. C'est vrai que c'est difficile. Au Sénégal, Omar a raison peut-être, mais on a quand même des difficultés, c'est que parfois administrativement, les gens ne nous aident pas, les banques, impossible, avec des taux d'intérêt qui sont, voilà, enfin, phénoménaux, et qui découragent certains, mais il faut savoir partir avec un peu, et oser. Et si vous osez, je vous assure, vous allez vraiment, peut-être pas atteindre certains sommets, mais en tout cas avoir une aisance financière, parce qu'après tout, nous, j'ai pas la prétention d'être milliardaire, mais j'ai au moins la prétention d'avoir pour moi une aisance, pour moi et ma famille, et les gens que j'aime, et en même temps de pouvoir aider. Marianne, je voudrais remercier, pour terminer Marianne, par ce projet qu'elle a fait, parce que elle fait parfois des trucs de volontariat qui sont vraiment dans le but. Et moi, si je peux aider de quelconque manière que ce soit, accueillir des étudiants ce qui nous manque ici au Sénégal, c'est des formations professionnelles, mais qui sont ciblées. C'est-à-dire formations ciblées dans l'imprimerie, pour que les gens choisissent déjà leur voie et qu'ils n'arrivent pas dans un métier où ils ont juste des vagues connaissances un peu globales. Je pense qu'il faut pouvoir choisir sa voie dès le départ et dire, moi, si j'ai envie de faire du truc dans le courrier, il faut que je me spécialise déjà dessus et ainsi de suite. Avoir une formation globale et pouvoir après, voilà, se développer. Voilà, c'était de mon la fin. Je vous remercie. Merci. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!